Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce dernier webinaire du CEFJOA pour l'année 2025, webinaire qui a pour thème la durabilité des projets de construction et l'initiation aux outils gros et totem. Alors pour ce webinaire, nous avons donc le plaisir d'accueillir Madame Dorothée Stiernon, qui est architecte et qui a fait un master en gestion de l'environnement, mais qui est également chercheuse, enfin pas mais, et également chercheuse à l'UC Louvain et au CERA. Alors c'est un webinaire qui a rencontré un certain succès. Vous êtes nombreux à être inscrits, comme beaucoup de webinaires que le CEFJOA a organisés au cours de l'année 2025 et 2024. Alors pour ceux qui ne savent pas être présents au webinaire ou qui ont envie de le réécouter, tous ces webinaires sont enregistrés et sont mis à votre disposition sur la chaîne YouTube du CEFJOA, Ordre donc des architectes. Voilà pour cette brève présentation. Je vais maintenant céder immédiatement la parole à Madame Stiernon, qui va donc vous faire un exposé sur le thème que j'ai évoqué tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et Madame Stiernon y répondra en fin de webinaire. Voilà, ben, je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire et je passe tout de suite la parole à Madame Stiernon. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à l'Ordre des architectes et en particulier à Monsieur Lapôtre pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour vous initier donc aux outils Gros et Totem. L'intérêt de vous présenter ces deux outils, c'est déjà parce qu'ils sont tous les deux développés par les trois régions en Belgique et ça, c'est quand même déjà quelque chose. Et en plus, ils peuvent réellement vous aider dans les différents choix de conception. Alors, en deux mots, qui je suis. D'une part, je suis chercheuse, comme on a dit, mais c'est chez Architecture et Climat. C'est une équipe de recherche en architecture durable et donc qui est liée à l'UC Louvain. Et je suis également assistante d'enseignement et je fais partie du consortium qui travaille sur l'amélioration de l'outil Totem. Et donc, j'enseigne également Totem et Gros aux étudiants en ingénieur civil architecte. Je suis aussi, et d'autre part, chercheuse donc au CERA. Le CERA, c'est le Centre d'études de recherche et d'action en architecture. On a pour objectif, donc c'est une ASBL qui a pour objectif de mener des études, donc de la recherche, des actions qui sont à la pointe dans le domaine de l'architecture durable et circulaire. Et donc, on propose nos services à des professionnels de la construction et au secteur de la construction de manière générale. Et l'idée, c'est, on organise des journées d'études, des visites de chantier, on développe certains outils. On fait aussi des guidances ou des réalisations d'études avec les outils tels que, par exemple, Gros ou Totem, ou même des formations comme aujourd'hui aussi. Donc voilà, avec mes deux casquettes, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Alors pourquoi utiliser Gros? Malheureusement, on ne va pas pouvoir tout détailler aujourd'hui parce que le temps nous est quand même assez limité, mais j'essaierai de vous donner déjà envie d'utiliser ces outils et aussi essayer de rendre ça plus accessible, en tout cas je l'espère. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise Gros? D'une part, l'intérêt, c'est que c'est un cadre commun. Donc, le fait qu'on signifie ce qu'est la durabilité, mais tout en laissant quand même de la liberté de conception. Donc, les deux outils qu'on va présenter aujourd'hui ne sont pas des outils qui remplacent l'architecte, ça c'est sûr. L'art de bâtir doit évidemment toujours rester au centre des préoccupations. Mais par contre, ce sont des outils qui peuvent aider à certains choix, surtout dans cet environnement et au vu des enjeux actuels environnementaux. Donc, c'est vraiment des outils qui laissent de la liberté à la conception, mais par contre qui donnent un cadre. C'est également une approche intégrée et cohérente. Donc, c'est vraiment avoir plusieurs éléments de la durabilité qui sont mis ensemble. C'est également un guide pratique, donc c'est vraiment un processus de construction de A à Z, donc qui va jusqu'à la réception, et également aussi un outil qui est circulaire et tourné vers l'avenir. Donc c'est vraiment avec cette vision à long terme
tout au long du cycle de vie du bâtiment. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc, c'est le fruit, je l'ai dit, d'une collaboration entre les trois régions, mais donc ça permet un cadre qui est quand même commun pour la durabilité et en Belgique, de manière générale. Ça crée aussi une certaine clarté sur la durabilité, puisque on ne sait pas toujours ce que ça englobe de manière générale. Euh, c'est donc aussi une vision à long terme et c'est destiné à tout type de projet. Donc, ça va de la construction à la rénovation pour le secteur public ou privé. Alors, un des grands avantages, et on verra, c'est également le cas pour Totem, c'est gratuit. Et actuellement, c'est non obligatoire, mais par contre, il peut vous être imposé par un maître de l'ouvrage. Souvent, c'est dans le cadre de concours ou bien dans certaines procédures de marché. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Euh, gros, c'est un référentiel, c'est un outil novateur de mesure d'amélioration de la durabilité des projets de construction. Et donc, on l'a dit, il se distingue par une approche qui est assez intégrée euh, et qui met vraiment un accent sur la conception circulaire. Il peut être un outil de communication parce qu'on peut échanger et voir, on va voir qu'il y a beaucoup de liens entre le maître de l'ouvrage euh, et l'équipe de conception qui doit se faire à travers cet outil. Mais c'est aussi un outil de suivi. On va voir que comme c'est aux différentes étapes du projet, ça permet de voir l'évolution des choses. Et c'est également un outil d'évaluation puisque, en effet, il faut justifier certains choix. Alors, à mesure que les ambitions, enfin, donc, afin de mesurer ces ambitions, il y a différents critères de durabilité et donc, on a dit que c'était les trois régions, mais par contre, en fonction des différentes thématiques qu'on va voir, il y a des spécificités en fonction des régions, puisque les normes ne sont pas les mêmes ou les prescriptions, etc. Gros, ça vous aide aussi à travers un processus de conception pour vraiment créer des bâtiments donc durables et circulaires et de qualité. Enfin, il y a différents niveaux d'ambition, mais il y a aussi une évaluation et aussi une sorte de suivi, comme je l'ai dit. Donc, ça veut dire qu'on a des objectifs au départ et comme tout le monde le sait, à travers les différents chantiers, il y a certains objectifs quelquefois qui s'effritent un petit peu au cours du chantier. Ici, l'outil permet aussi de se dire, ah mais attention, c'est ça qu'on avait prévu au départ. Est-ce qu'on est toujours dans cette même vision? Alors, d'où vient le nom? Alors, moi, j'aime bien quand, dans les formations, vous posez d'habitude des questions. Maintenant, ici, dans les webinaires, c'est plus compliqué euh, parce que, gros, on pense toujours que c'est un acronyme de quelque chose, mais en fait, c'est un prénom féminin qui évoque en norvégien donc la croissance, la nature, et c'est inspiré de la première ministre norvégienne que vous devez connaître par le rapport de Brundtland et qui en fait avait déjà des visions du développement durable qui datent de 1987, donc ça ne date pas d'hier. Et donc c'est devenu une référence aussi dans le gros, on va voir que les références au développement durable et à cette notion de dire que le développement durable, c'est pour répondre aux besoins du présent, mais aussi sans compromettre les capacités des générations futures. C'est assez important. On va voir souvent cette vision aussi à long terme dans les objectifs que l'on met en place. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé le gros, je l'espère. Maintenant, on est déjà à la 5e version du gros. Donc, il y en a eu différentes qui ont déjà été présentées, que vous avez peut-être eu l'occasion de travailler dessus. Alors ici, comme le temps est limité, j'ai pas fait des comparaisons entre la dernière version et celle-ci, mais un des grands développements, c'est ici, maintenant que c'est vraiment les trois régions. Avant, c'était surtout le gouvernement flamand. Et on va voir à certains moments, je vais quand même dire attention pour ceux qui auraient
des projets qui sont avec enfin, un des anciens gros, parce qu'évidemment, en fonction du démarrage du projet, il y a un intérêt à terminer avec la version avec laquelle on a commencé. Et c'est pertinent quand même de le faire, même si maintenant il y a eu d'autres évolutions qui ont été proposées. D'ailleurs, l'outil est voué quand même à continuer à évoluer en concertation avec le secteur et aussi en fonction des spécificités de chaque région, comme je l'ai déjà dit. Alors, quelles sont ces caractéristiques clés du gros? L'idée, donc, c'est applicable à tous les projets, donc ça peut être indépendamment de leur fonction. C'est un projet qui est orienté donc vers l'avenir. On l'a dit, on parlait de la définition du développement durable. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas compromettre les générations futures. C'est aussi un cadre simplifié. Alors là, je sais qu'il y en a certains qui doivent se dire simplifier, simplifier, ça a l'air compliqué quand même comme outil. Et en effet, quand on ne le connaît pas, c'est quand même beaucoup de documentation, c'est beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils, beaucoup de questions qui sont posées. Mais par contre, ça aide quand même à mettre ensemble différentes thématiques de la durabilité qui sont rassemblées dans un seul outil et qui est très bien structuré. Donc, quand on commence à le connaître, j'espère vous convaincre pendant ici cette grosseur et demie que c'est quand même assez bien structuré pour que vous compreniez assez bien et que c'est pas aussi compliqué que ce qu'on croit. Il est aussi focalisé sur des aspects qui sont dits essentiels, puisqu'en fait, il y a 8 thèmes qu'on va regarder ensemble et il n'y a pas de pondération entre ces 8 thèmes. Et enfin, donc, il y a encore 2 éléments. Il y a le fait que ça soit quantifiable. Et ça, c'est quand même un élément aussi très important parce que dans la durabilité, c'est pas toujours le cas. Donc, comment est-ce qu'on évalue que ce choix est plus durable qu'un autre? C'est quand même très difficile à évaluer. Et donc, ici, ce sont des outils qui essayent de mesurer les choses. Et donc, ça, c'est un enjeu qui est assez important. Et enfin, c'est adapté à toutes les phases donc, du bâtiment. Et donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Actuellement, il n'y a pas de certification avec le gros, mais peut-être que ça arrivera. Le gros, donc, il est structuré en 3 niveaux d'analyse qui permet donc de suivre les éléments de la durabilité à 3 niveaux différents. Le premier, c'est l'analyse conceptuelle, donc ce qu'on appelle le level 0. Ça, c'est vraiment la cartographie des opportunités et contraintes qu'on peut avoir sur le site. Euh, c'est aussi pour évaluer un point assez important, c'est évaluer la compatibilité avec le programme. Et ça, c'est assez intéressant. On va y revenir parce que c'est souvent une étape qui malheureusement est un peu oubliée dans beaucoup de marchés. Le level 1, oui, pardon. Le level 1, c'est le concept. Et donc ça, c'est vraiment l'idée d'avoir un concept avec des ambitions et des niveaux de performance qui sont donnés et qui sont à mettre en œuvre pour chacun des thèmes. Et enfin, le level 2, ça c'est vraiment le développement du projet et l'évaluation de la durabilité tout au long du projet avec les niveaux de performance qu'on aura décidés. Alors là, on peut voir qu'en fait, le gros fonctionne, les différents levels fonctionnent en même temps que les différentes étapes d'un projet de construction. Donc, il y a vraiment l'analyse de concept, la conception, l'élaboration, la livraison. Et donc, ce sont des indicateurs qui sont donnés avec les différentes parties prenantes du projet. Donc, si on regarde plus en particulier le level 0, on voit que donc c'est intéressant parce que le level 0, il est surtout consacré au maître de l'ouvrage. Alors, c'est pas pour autant que l'architecte ne peut pas aider s'il est déjà, il fait déjà partie du projet. Mais donc, c'est vraiment recommandé de le commencer vraiment avant le développement du cahier des charges du projet parce que là, on va se poser des questions sur quel est le programme, est-ce qu'il y a des points d'attention qui sont liés au contexte qu'il faut faire, est-ce que le programme est vraiment adapté, est-ce qu'il y a des enjeux par rapport au site, etc. Donc le level 0, il permet de comparer différentes implantations, par exemple,
et d'identifier les éléments qui sont assez importants. Par exemple, et ce sur 4 thématiques, le changement climatique est le premier, donc est-ce qu'il y a des risques de surchauffe, de sécheresse, d'inondation, etc. La mobilité aussi, est-ce que le site est accessible? Est-ce qu'il est compatible avec le futur ou les futurs programmes mis en place? L'environnement, est-ce que l'impact du projet sur son environnement immédiat est acceptable et l'impact de l'environnement aussi sur le projet. Et ensuite, le bâtiment existant, de voir le potentiel qu'il a, ses caractéristiques spatiales et techniques, les matériaux qui sont déjà présents, etc. À ce stade, donc au level 0, là, il n'y a aucune performance qui est imposée. Et le maître de l'ouvrage pourrait rajouter certains aspects s'il le souhaite pour la suite du projet. Le level 1, euh, alors déjà quand on passe au level 1, on ne va pas oublier tout ce qu'on a déjà réalisé au level 0. Donc évidemment, si on a déjà des points d'attention, des analyses contextuelles qui ont été faites au level 0, c'est intéressant d'implémenter les remarques dans le level 1, qui est le concept. À ce niveau-là, l'architecte, qui soit déjà déterminé ou non, donc si c'est lors d'un marché public, si c'est plusieurs équipes, mais qui doivent répondre au level 1 pour l'appel d'offres, doit quand même avoir ce lien avec le maître de l'ouvrage pour vérifier. Donc le maître de l'ouvrage, il va dire les ambitions, il va donner les critères, et l'équipe de conception, lui, va se charger de développer l'approche qui doit être holistique et qui doit fixer des objectifs de performance. Et on va voir qu'à chaque fois et à chaque niveau, il y a des preuves à fournir pour montrer que oui, on fait bien ce qu'on dit. Et ça doit être fourni et évalué après donc fourni par l'équipe de conception et évalué par le maître de l'ouvrage. Alors, le level 1 a pour objectif aussi de définir donc, des thèmes de durabilité qui sont prioritaires pour le projet. Donc, on va voir qu'il y a 8 thèmes, il y a des sous-catégories. On va déterminer par projet s'il y en a qu'on enlève et après le niveau d'exigence pour chacun des projets. Et donc, on va avoir différentes ambitions et des mesures à mettre en place avec différentes stratégies qui sont donc liées à chacun des thèmes. Il est vraiment important dès ce level-là d'avoir cette approche globale pour bien comprendre les interactions qu'on peut avoir. Je vais vous montrer après un tableau qui montre ces interactions entre les différentes thématiques. On passe maintenant au level 2, donc ça c'est le design. Ça c'est une fois que l'équipe de conception est sélectionnée, là je parle pour un marché public, mais en fait ça peut être pour plein d'autres démarches. D'ailleurs, vous allez voir dans les différents outils, il faudra expliquer à chaque fois quel est le type, dans quelle catégorie vous vous trouvez, si c'est un marché public ou non, et un design and build, etc. Donc tout est possible pour utiliser l'outil. Euh, et donc, du coup, ici, euh, c'est vraiment la mise en œuvre des différents critères qui se fait au level 2. Et donc là, vraiment, le maître de l'ouvrage et l'équipe de conception doivent vraiment fonctionner main dans la main. L'équipe de conception, il est responsable de la bonne réalisation du projet, évidemment, et aussi du respect du niveau des exigences qui avait été défini au level 1. Et donc aussi, de nouveau, il y a d'autres preuves à fournir qui doivent aussi fournir en tant qu'architecte ou équipe de conception, tandis que le maître de l'ouvrage, lui, il est vraiment responsable de bonne utilisation de l'outil et du fait qu'on a bien atteint les ambitions qu'on s'était fixées. Alors, le level 2, il a pour objectif de déterminer si les ambitions sont atteintes,
donc de faire le suivi, de faire une évaluation détaillée, et ça aux différentes phases du projet pour voir aussi l'évolution. Donc que ça soit une procédure classique avec l'avant-projet, projet, etc., ou bien même une procédure différente comme le design and build dont on a parlé juste avant. Et donc, pour ce level 1 et 2, il y a différents thèmes qui sont ces 8 thèmes dont je vous parlais et qui sont importants à mettre en place et de voir de manière globale. Et pour chacun de ces 8 thèmes, il y a différents critères qui vont aider à concevoir le projet. Et donc, chaque critère a des exigences spécifiques qu'il faut mettre en place et qui sont liées à l'ambition du projet qui est déterminé par le projet. Alors, dans ces 8 thématiques, on a le premier qui est le CRD. Donc, l'objectif, ça, c'est de faire un usage optimal des ressources énergétiques. Et donc, vraiment, on parle d'énergie solaire, d'air, la végétation, le vent. Comment est-ce que ça peut être mis à profit? Comment est-ce qu'on peut chauffer, refroidir, ventiler, etc. de façon la plus, j'ai envie de dire, low-tech possible. Ensuite, on a l'énergie aînée, donc ça c'est l'énergie. Ça c'est vraiment limiter les besoins en énergie, donc euh, utiliser évidemment les énergies renouvelables et opter pour des équipements ou des installations qui sont les plus efficaces possibles. Ensuite, on a la thématique HEA. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est santé et confort. Donc c'est vraiment le bien-être de l'utilisateur avec le confort acoustique, le confort visuel, garantir un climat d'intérieur qui est sain, etc., etc. Ensuite, on a le côté plutôt les qualités sociales. Donc, c'est vraiment la dimension sociale, c'est vraiment l'accessibilité, l'utilisation de l'espace, la création d'un environnement sûr aussi, sécurisé, etc. Celui dont on va reparler après, puisqu'on va voir que ça a un lien direct entre le gros et Totem, c'est Cirque, donc les constructions circulaires, qui sont vraiment liées donc au fait de réutiliser un maximum les ressources qui sont existantes, d'avoir une réversibilité pour l'avenir aussi, et aussi un impact environnemental le plus faible possible. Et c'est là où on va avoir un lien direct avec Totem. Ensuite, on a la maintenance. Alors ça, c'est vraiment tout ce qui est nettoyage, les technologies intelligentes, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner le bâtiment le plus facilement et le mieux possible. Euh, L'environnement, ça, c'est vraiment tout ce qui est biodiversité, gestion durable aussi du chantier. Donc, comment est-ce qu'on peut, dès le chantier, avoir optimisé les ressources et avoir un moins de pollution possible ou de nuisances autour de nous. Et enfin, le dernier thème, c'est l'eau. Donc, on l'appelle Watt. C'est vraiment pour minimiser la consommation de l'eau, miser sur la réutilisation aussi, euh, comment aussi réintégrer l'eau dans le cycle de l'eau, etc. Alors, je vous ai parlé que ces différentes thématiques peuvent avoir des liens entre eux. Et donc, ça, c'est une matrice d'influence que vous pouvez trouver dans il y a un manuel dont je vais vous parler juste après. Et donc, là, c'est une information qui est assez intéressante, c'est se dire, ben, évidemment, si on met toutes les thématiques différentes de l'environnement ensemble, il y a parfois des choses qui, ensemble, sont encore plus forts. Et donc, a vraiment un intérêt de mettre en place, mais parfois c'est un peu contre-producteur. Et donc, par exemple, ici, si je prends CRD4, donc c'est vraiment l'apport de lumière naturelle, c'est vraiment super intéressant parce que ça fait des gains solaires. Mais si on le croise avec CRD2, qui est la chaleur, et ben là, vous voyez que ce qui est dans le petit carré, c'est à moitié rouge et à moitié vert. Ça veut dire que ben, ça a des effets positifs, mais ça a aussi des effets négatifs, parce que l'effet négatif, ça peut causer aussi des problèmes de surchauffe en été.
On peut prendre un autre exemple, par exemple, Watt 1. Euh, Là, c'est vraiment la gestion intégrée de l'eau. Ça peut renforcer la biodiversité, donc éco 1. Donc là, c'est vert. Mais par contre, si on prend la réutilisation de l'eau qui est juste en dessous, on dit attention, parce que si jamais on réutilise l'eau, mais alors on ne fait pas d'infiltration, ben, ça pourrait être un point d'attention, comment vous faites certains éléments. Alors, pour chaque thématique, vous allez donc choisir si cette thématique fait partie ou pas du projet. Il vaut mieux ne pas trop essayer de pas en enlever trop de ces thématiques, mais parfois il y a certains projets, certaines thématiques qui s'adaptent pas du tout, soit à cause du programme, soit à cause de l'existence, soit pour différentes raisons. Mais par contre, pour les thématiques que vous choisissez, il est nécessaire de donner un niveau de performance. Donc là, on va à un niveau de performance à atteindre. Après, en fonction des levels, vous allez voir, eh ben, on l'atteint pas, comment on l'atteint, etc. Et donc, le niveau, le minimum, en gros, c'est vraiment le niveau bien. Quand c'est un peu plus ambitieux, c'est mieux. Et quand c'est vraiment supérieur aux normes et à la moyenne actuelle, là, c'est vraiment excellent. Donc, quelquefois, on peut pas mettre, par exemple, tout un projet avec toutes les thématiques excellentes. Ça serait impossible à réaliser. Comme je l'ai dit, justement, il y a certaines thématiques qui ne vont pas dans le même sens, etc. Donc, ça serait beaucoup trop ambitieux et a priori, peut-être pas réalisable. Enfin, si ça se saurait s'il y avait un projet parfait à mettre en place. Et donc, en fonction des niveaux de performance que vous avez donnés, il faut prouver par des preuves que on y arrive. Et donc, ces différentes preuves sont décrites dans le manuel. Et, euh, et donc, c'est au maître de l'ouvrage de vérifier si les preuves ont bien été euh, sont bien correctes et c'est réalisé, même si ce n'est pas une certification. Donc, je le rappelle, c'est pas obligatoire. Et pour finir, donc on a une vue d'ensemble qui peut s'afficher, qui est un diagramme radar qui est toujours intéressant à voir comme niveau de synthèse. C'est pour voir, ben, en fait, par rapport à ce projet-là, on a vraiment tiré certaines thématiques par rapport à d'autres. Et en fait, c'est assez intéressant aussi de pouvoir comparer et dire, ah, mais ce projet-là, en fait, il est, d'un point de vue durabilité dans son ensemble, il est intéressant, il est peut-être mieux ou il est même excellent. Mais ils tirent telle ou telle thématique, ou bien justement d'autres thématiques ne sont pas du tout poussées, et savoir pour quelles raisons elles ne sont pas poussées. Euh, voilà, c'est une manière visuelle, et ça peut se créer automatiquement donc dans vos tableaux Excel dont je vais parler maintenant. Parce que je vais vous parler un peu de l'utilisation. Alors, enfin, je répète, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne sait pas rentrer dans tous les outils. Ça prendrait des jours et des jours de formation. Mais par contre, comme ça, vous pouvez déjà aussi vous-même aller regarder et tester des choses. Donc, si vous êtes sur le site donc tool.be, donc en haut à droite, vous voyez le site internet. Vous tombez sur cette page d'accueil. Il y a deux moyens, donc télécharger gros là ou télécharger gros là. Et vous voyez aussi, et donc ça, je vous invite à regarder à propos de gros ou la foire aux questions, il y a même un helpdesk qui peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à voyager, euh, à naviguer sur cette page pour voir les informations qui vous intéressent. Donc, si jamais vous cliquez sur un des deux, télécharger gros, vous arrivez à ceci où vous pouvez télécharger le format zip. Et là, vous avez votre zip qui est ouvert. Il faut évidemment extraire tout pour pouvoir avoir tous les documents que vous voyez là. Et là, donc, si on reprend les différents documents, il y a l'intérêt, donc, vous voyez ici le level 0, il y a un document, le level 1, il y a un document, et puis après, il y a tous les levels 2 en fonction des différentes thématiques. Vous voyez les acronymes qui sont écrits. Vous avez aussi le fichier récapitulatif qui est aussi intéressant puisque, en fait, vous avez les différentes thématiques. Vous avez level 1, level 2, donc c'est vraiment le récapitulatif de tout ce que vous allez faire. Vous voyez ici si vous pouvez cocher ou décocher, c'est ce que je vous expliquais. On n'est pas obligé, vous pouvez cocher, décocher la thématique, mais aussi différents, l'un ou l'autre critère de cette thématique. Vous pouvez aussi euh, euh,
voir le niveau donc d'exigence, vous donnez un niveau d'exigence en fonction des différents critères. Éventuellement, si vous avez des remarques, c'est dans cette colonne-là. Et enfin, vous pouvez avoir un niveau de performance global à votre projet. Alors, il y a encore aussi le manuel dont je vous ai déjà parlé. Ce manuel est super intéressant parce que pour chaque critère, on a l'évaluation, les liens entre les thèmes, donc le tableau que je vous ai montré où vous voyez que les choses sont liées les unes avec les autres. Vous avez les différentes exigences et aussi les preuves qu'il faut fournir et aussi des liens avec des ressources qui peuvent vous aider, soit des normes, soit des outils, etc., qui peuvent vous être utiles. Et alors, je me permets juste de le dire, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont bloqués à cause de ça bêtement. Lire les macros, c'est important, parce que souvent, il va vous être dit que vous avez un problème et le fichier n'est pas approuvé. Et en fait, il suffit de débloquer en prenant les propriétés du tableau Excel. Parce que donc, j'ai peut-être pas été assez claire, c'est que dans cet outil-ci, c'est vraiment, vous êtes sur la page d'accueil, vous téléchargez l'outil et puis vous en faites ce que vous voulez. Mais donc, il n'y a plus rien qui est lié au site. Donc, c'est vraiment vous voyez bien, vraiment les deux premiers, le manuel et ici, c'est un PDF pour vous expliquer des choses. Mais après, c'est des outils qui sont des Excel avec des questions, etc. Et des choses que vous pouvez compléter. Et donc là, d'une fois à l'autre, vous retéléchargez à chaque fois l'outil ou bien vous faites des copies, quoi, pour chacun de vos projets. Donc, rien à enregistrer, hein, par contre. Et donc, pardon, je n'avais pas terminé. Il faut juste appliquer pour débloquer vos Excel. Alors, à chaque Excel que vous allez avoir, il y a un démarrage et une feuille de démarrage qu'il faudra absolument à chaque fois ici compléter parce que vous voyez, par exemple, vous avez région et donc en fonction des régions, il y a des choses qui se modifient dans les onglets suivants et la procédure également. Donc ça, c'est vraiment deux points qui sont vraiment super importants à retenir quand vous l'utilisez parce que sinon, vous allez être bloqué pour tout le reste et donc vous ne pourrez même pas essayer de comprendre et de, d'essayer de vous amuser à compléter certains outils. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Gros, mais je vous parle aussi de Totem. Alors ici, j'ai fait un peu le lien entre Gros et Totem. Je vous ai déjà expliqué en quelques mots. Il y a déjà des petites infos de lien. Mais le point le plus important, c'est donc, si on reprend les 8 thèmes, la thématique construction circulaire. Dedans, il y a Cirque 4, qui est l'analyse de cycle de vie. Donc, vraiment, le Cirque 4 concerne vraiment l'évaluation et la limitation de l'impact des matériaux de construction sur l'environnement. Et donc, cette évaluation se fait. Donc, je trouvais ça intéressant de vous faire ce lien entre Gros et Totem parce que ça permettait aussi de rentrer un tout petit peu, même si c'est pas très profondément, mais dans un des critères pour que vous compreniez à chaque fois ce qu'il y a. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des éléments qui sont dans le manuel et donc vous savez très facilement aller chercher. Et donc, l'évaluation, il y a deux exigences, soit une exigence d'analyse de cycle de vie du bâtiment, soit une exigence de performance environnementale des éléments. Alors en fait, ici, c'est pas deux exigences ensemble, c'est en fonction de la situation. Donc ici, il y a une différence aussi entre les trois régions, mais en gros, si jamais c'est une grosse rénovation ou une nouvelle construction, on devra répondre à l'exigence 1A, qui veut dire qu'on va devoir utiliser l'outil totem et à l'échelle du bâtiment. Donc, il faudra encoder tout le bâtiment. Tandis que si jamais on est en rénovation légère, alors il faudra juste faire des performances environnementales en fonction des éléments, donc en fonction des parois qui auront été touchées, rénovées. Et donc ça, c'est important de bien comprendre à quel moment on se trouve dans une situation ou une autre. Et alors là, on a des niveaux de performance. Donc pour arriver à excellent, là, il y a une différence entre le non résidentiel et le résidentiel. Mais donc si on fait tout l'analyse de cycle de vie du bâtiment, donc c'est bien pour des rénovations lourdes ou des nouvelles constructions,
on devra atteindre un niveau de millipounds. Ça, je vous expliquerai juste après ce que c'est. Donc, c'est le score global environnemental donné par Totem. Et donc, il y a une valeur seuil qui est donnée. Et en fonction de cette valeur seuil, on sait où on se trouve dans le niveau de performance. Pour l'exigence, pour donc un B, pour vraiment si on a une rénovation légère, alors c'est par élément, et par élément, on peut évaluer si tous les éléments sont en A, en B ou en C. Ça, c'est une échelle de valeur qui est aussi donnée avec des seuils en millipoints, mais on la verra juste après. Alors là, je trouvais ça quand même important de revenir sur la dernière version du gros, euh, parce que c'est quand même vraiment un grand changement. Donc avant, c'était choix des matériaux, c'était Math 2. Et là, il vous suffisait d'analyser euh, des variantes et de montrer que la composition finale que vous avez faite était réfléchie. Mais donc, c'était vraiment le score obtenu dans Totem n'avait aucune importance pour l'évaluation dans gros. Donc, en fait, il fallait choisir 4 éléments qui étaient qui représentaient ceux qui ont le plus vraisemblablement le plus grand impact environnemental à l'échelle du bâtiment. Et on modélisait que ces 4-là et on montrait, moi j'ai fait le meilleur choix, mais ça n'avait pas d'autre importance. Donc on voit quand même que l'exigence a fortement augmenté dans ce cas-ci. Mais c'est intéressant parce que justement, donc, à l'échelle de l'analyse du bâtiment, donc on est obligé d'utiliser Totem. On a tous les éléments de la construction du bâtiment qui doivent être modélisés dans Totem et calculés avec l'évaluation et ensuite introduite dans la feuille de calcul. Donc la feuille de calcul que vous voyez, que vous trouvez là dans tous les, les documents que vous avez téléchargés. C'est cette feuille de calcul-là et vous voyez Cirque 4A. Et là, c'est un tableau Excel où vous pouvez encoder les valeurs que vous avez obtenues. Si on est à l'échelle donc des éléments, c'est également via Totem qu'il faut le faire. Par contre, ce sera juste le plancher, soit le sol, l'étage, les murs, qu'ils soient enterrés, extérieurs, intérieurs, mitoyens, les toitures, qu'elles soient plates ou en pente. Et donc, c'est vraiment les éléments qui sont touchés qu'on doit analyser et qu'on doit également entrer dans cette même feuille de calcul, mais à l'onglet 4B. Et là, vous voyez que vous devez choisir quel élément, mais c'est que les 4 éléments dont je vous ai parlé. Enfin, moi, j'avais mis mur, intérieur, extérieur ensemble, mais donc c'est vraiment plancher, mur et toiture qui sont préencodés. Il faut que vous complétez le reste. Donc voilà, c'était déjà assez intense. Je, je, je clôture là donc ce qu'on peut voir par rapport à Gros parce que ça fait un bon lien avec Totem. Et donc, dans Gros, on demande d'utiliser Totem. Et donc, Totem, pourquoi est-ce que ce serait intéressant d'utiliser Totem? Donc, autant, si vous voulez être complet dans Gros, vous devez savoir utiliser Totem. Autant Totem est indépendant. Et donc, il y a même un intérêt seul à utiliser Totem. Alors, pourquoi l'utiliser? Donc, c'est l'outil pour améliorer la performance environnementale des bâtiments. Il permet de faire différentes choses. Il permet à l'échelle du bâtiment d'évaluer et améliorer la performance environnementale des bâtiments. Il permet aussi de comparer différents scénarios de rénovation à l'échelle du bâtiment et aussi à l'échelle de l'élément. Alors, vous allez voir que souvent, dans Totem, je vais parler de différentes échelles parce que ça a une grande importance, parce qu'on peut à chaque fois l'évaluer. D'ailleurs, dans ce que j'ai dit juste avant, par rapport à Gros, il y a des évaluations qui se font donc à l'échelle du bâtiment pour tout ce qui est construction neuve ou rénovation lourde et à l'échelle de l'élément pour les rénovations légères. Et donc, on peut évaluer un élément, ils appellent ça élément, mais c'est donc une paroi, pour déterminer quel est l'impact le plus important, comparer différentes parois, optimiser aussi une paroi. Et ça, c'est aussi vraiment très intéressant parce que l'idée de l'outil, de nouveau, en plus en particulier l'outil Totem, vous pourriez faire des compositions qui, dans la réalité, sont pas du tout des détails techniques acceptables
mais ça reste donc votre compétence de faire des choses qui soient possibles dans la réalité. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez optimiser des choix. Donc, quand vous hésitez, par exemple, entre deux matériaux, ben, vous pourriez vous dire, ben, je teste celui-là et celui-là en voyant à une certaine échelle quels sont l'impact qu'on peut avoir, que tel et tel matériau peut avoir. Alors, l'outil, il est aussi intéressant parce que enfin, actuellement, c'est sur base volontaire, mais de plus en plus, on voit qu'il est intégré dans les marchés publics. Il est reconnu pour la certification BREEAM, donc ça, c'est aussi super intéressant. Et on l'a vu dans le référentiel gros. Mais alors aussi, il y a une directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui est sortie récemment, où l'idée, ce serait que euh, on calcule l'empreinte carbone dans les certificats de performance énergétique. Et donc, il y a des dates un peu différentes en fonction de la Wallonie ou de Bruxelles. Mais l'idée, c'est que tous les bâtiments neufs de plus de 1000 mètres carrés devront calculer leur impact, leur empreinte carbone. Et à partir de 2030, c'est tous les nouveaux bâtiments. Donc, en fait, c'est d'une certaine manière essayer de euh, prouver qu'il est intéressant, enfin, il est plus intéressant de démolir, reconstruire ou en tout cas de faire une nouvelle construction que de rénover. Surtout, c'est dans ce but-là. Alors, Totem, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, je l'ai dit, une collaboration entre les trois régions. Donc ça, c'est super intéressant. C'est totalement libre d'accès, mais il faut s'inscrire. Alors là, on verra qu'il y a une grande différence entre Gros et Totem. Gros, je vous ai dit, on télécharge et puis on utilise ça chez nous sur notre ordinateur. Tandis que Totem, on va créer des projets qui sont en ligne et on peut revenir dessus. On peut partager les projets, on peut les envoyer et alors l'autre personne le modifie et fait ce qu'il veut, mais on ne le voit pas, ou bien partager le projet. Mais ça, il faut jamais travailler en même temps dessus, donc c'est un peu plus compliqué. Il est en ligne depuis février 2018 et il est en constante évolution. Je vous ai dit au départ, il y a plusieurs partenaires qui travaillent sur son évolution de manière constante depuis plusieurs années. Alors si je vous donne quelques dates un peu clés du projet, donc avant c'était nouveau, c'était plutôt la région flamande qui l'avait, et ça s'appelait l'outil la méthode MMG. En 2014, les trois régions se sont mis ensemble et ont développé l'outil. Alors, il y a eu assez vite les EPD qui sont arrivés. Je vais vous montrer l'impact que ça a, qui est assez important. Donc, les EPD, donc, c'est les déclarations environnementales de produits. Donc, c'est assez intéressant, vous devez certainement connaître. Donc, ça donne les résultats d'une analyse de cycle de vie et c'est cadré par une norme. Et donc, ça donne des renseignements qui sont fiables et qui donnent des indicateurs environnementaux. Donc, dans le contexte belge, on appelle ça la BEPD. Et dans le contexte belge, on a environ un peu plus de 100 fiches, ce qui n'est pas énorme, puisque par exemple, si on compare à la base de données française, c'est 6000 fiches, ou en Allemagne, c'est 2000 fiches. Euh, mais c'est quand même intéressant de l'avoir dans l'outil. Et dans l'outil, il y a aussi une base de données environnementale de matériaux, donc des matériaux qu'on va appeler génériques, qui, eux, sont basés sur la base de données suisse qui est EcoInvent. Et là, c'est intéressant parce que si vous voulez, vous pouvez même aller vous-même sur EcoInvent et c'est gratuit. Donc, je crois qu'il faut s'inscrire. C'est assez objectif et donc c'est une bonne base de données. Maintenant, c'est assez énergivore, c'est difficile à interpréter comme résultat. Mais par contre, dans Totem, c'est beaucoup plus facile. Donc, ils ont repris ces données pour les intégrer dans Totem. Donc, si on vient, là, je rentre déjà dans l'outil, c'est un print screen de l'outil, mais si on est dans la bibliothèque des composants, si ici j'ai fait le test en écrivant la pierre, vous voyez que les trois premiers, il y a le sigle, ce rond un peu terre comme ça, c'est le sigle que ça veut dire que c'est lié à un EPD. Et donc, les restes, c'est des matériaux génériques. Donc, ça veut dire que ici, c'est un fabricant qui a fait la démarche d'avoir un EPD. Et donc, vous pouvez avoir vraiment le produit que vous mettez en œuvre qui est mis dans votre composition de paroi.
Alors l'intérêt quand même des EPD, c'est assez intéressant parce que ici, c'est pas toujours le cas. Ici, c'est particulièrement un exemple qui est flagrant, c'est que l'EPD qu'on voit en premier lieu, donc ici, c'est la, l'échelle de valeur dont je vous ai parlé. Donc c'est avec des millipoints, mais donc c'est une échelle qui ressemble un peu, peut-être trop, mais à l'échelle de la PEB. Mais donc ici, on est A, mais vraiment très haut. Donc c'est vraiment super intéressant comme produit. Alors que si on est en matériaux génériques, ben là, on est plutôt entre D et E. Et donc là, l'intérêt aussi, c'est de voir comment la méthode d'assemblage, puisque c'est un mortier de chaux ou un mortier de ciment, c'est pas la même chose, etc. Donc là, c'est vraiment cette différence entre qu'est-ce qui vient de la base de données fournisseur ou bien de la base de données vraiment générique. Quand on compare ces données, il faut aussi quand même après regarder un peu plus loin, voir qu'est-ce qui a l'impact. Ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'impact de la production. Mais il faut aussi vérifier, ici, vous voyez que j'ai repris, vérifier que toutes les étapes du cycle de vie ont bien été prises en compte dans le PD. Parce que là, sinon, vous comparez vraiment des pommes et des poires, parce que certains EPD n'ont pas toutes les données qui sont fournies. Et donc, en fait, c'est évident que l'impact est moindre parce que tout le cycle de vie n'est pas pris en compte. Un point aussi important, c'est en 2021, c'est la méthode qu'on appelle PEF. Donc, c'est l'idée que on a cette base de données qui est alimentée tant par du générique que par des fournisseurs, qui est introduite dans les matériaux. Les matériaux, c'est aussi avec des composants. Donc, on a plusieurs matériaux qui sont ensemble. Donc, par exemple, une brique avec son mortier, par exemple. Et puis, on a l'élément, et ça, c'est vraiment toute la composition du mur, et puis le bâtiment, évidemment, vous savez ce que c'est. Et là, à l'échelle de l'élément ou à l'échelle de bâtiment, on peut en ressortir un score, et c'est ce score-là qui est en millipommes, dont je vous ai déjà parlé au début, et qui est vraiment une somme d'indicateurs, et qui permet d'avoir une vision globale sur différents critères. Alors, il y a avant justement 2021, c'était en euros. Et donc, ça voulait dire vraiment que c'était monétarisé, quoi. C'est vraiment dire, ben, l'impact que j'ai a une valeur de prix. Et ça, c'est un peu le pollueur-payeur. Et donc, là, c'était un peu discuté. Donc, ils ont changé la méthode pour cette raison. Et donc là, vous voyez qu'il y a 19 indicateurs qui sont en 12 catégories. Donc, ça, c'est des indicateurs que vous retrouvez dans Totem. Et donc là, vous avez toutes des unités qui sont différentes, puisque on n'évalue pas de la même façon. Ensuite, on le retranscrit en millipoints, donc avoir une échelle de valeur qui est la même pour tout le monde, et ce qui permet après d'avoir une pondération. Donc là, ils ont choisi aussi de, par exemple, donner plus de valeur au changement climatique. Donc ça vaut pour 45%. Donc, cet impact, si vous voulez, cet indicateur a plus de valeur que le reste. Alors, c'est toujours intéressant aussi de voir en fonction de la situation, il y a quelquefois des indicateurs qu'on veut plus prendre que d'autres. Donc, ça, on peut en sortir certains. Maintenant, ça a été une demande aussi que justement ce changement climatique soit sorti et puisse être vu tout seul. Mais moi, j'ai fait plusieurs recherches par rapport à ça et donc sur certains projets de recherche, ben, finalement, ça ne change rien que je choisisse l'indicateur pondéré ou juste le carbone. Mais pour d'autres, on voit quand même que ça a un léger impact. Et enfin, on a aussi la circularité. J'espère que je vous apprends rien par rapport au modèle actuel on est surtout sur du recyclage, mais on n'a pas encore la boucle complète et pourtant nos matières premières sont malheureusement épuisables. Et donc l'idée, c'est vraiment de maintenir au maximum. Si on ne sait pas maintenir, de réemployer. Si on ne sait pas réemployer, ben alors à ce moment-là, on recycle. Et donc c'est cette vision-là qui veut être intégrée dans Totem avec le module D. Donc, dans l'analyse de cycle de vie, on a différentes étapes. Donc, évidemment, l'extraction, puis le transport pour arriver à la fabrication. Ensuite, on construit le bâtiment, on le transporte, on le construit. Et puis, il y a toutes des impacts, enfin, des étapes de vie en œuvre. Donc, quand on l'utilise, on le maintient, on récupère, etc.
Il y a tout aussi la consommation d'énergie qui est due au fait que euh, les parois, etc., qu'est-ce qui il part comme énergie en fonction de la composition de la paroi, l'utilisation de l'eau aussi. Et après, il y a la fin de vie où malheureusement, c'est trop souvent, on démolit, on transporte, on jette les déchets et puis on élimine. Et en fonction du cycle de vie, c'est ce que je vous expliquais pour euh, certaines données. Parfois, c'est juste par rapport à la production, ou bien production-construction, ou bien jusqu'à la fin de vie. Et Totem intègre le module D, donc c'est vraiment récupération, réemploi, réutilisation. Et donc, on enlève cette élimination pour relancer la boucle de cycle de vie. Et là, c'est cradle to cradle, ça c'est assez connu euh, euh, comme vision où vraiment on a toute cette analyse de cycle de vie qui revient. Et en fait, je vous montre ces différentes étapes parce que en fonction du statut que vous allez donner aux éléments dans Totem, il y a certaines étapes qui sont prises en compte ou pas. Et donc, par exemple, un nouveau matériau, il va avoir tous les étapes du cycle de vie qui sont prises en compte. Par contre, l'existant, ben, on a la vie, puisqu'il continue à être réparé et autres, et la fin de vie, mais on n'a pas tout ce qui est production et construction, évidemment. Ensuite, il y a le réemploi ex situ, qui est déjà très intéressant parce qu'elle n'a pas la production, mais c'est encore plus intéressant le in situ, puisqu'on n'a même pas le transport. Et ensuite, le démoli, ça, c'est vraiment que la fin de vie. Et donc, ces différents statuts, vous allez voir que en fonction du statut, vous pouvez diminuer au maximum l'impact environnemental. Donc, utiliser des éléments de réemploi vous permet d'avoir un impact moins important. Donc, si on voit par exemple les résultats du cycle de vie, ici c'est un exemple d'une recherche que j'ai faite sur la conversion des immeubles de bureaux. Donc, on a l'immeuble existant, puis on a rénové l'immeuble en bureau, on l'a rénové en logement, et puis on l'a démoli, reconstruit en bureau. Et donc là, on voit que ben, démolition, reconstruction en bureau, euh, il y a tout un élément qui est l'élément de démoli qui a un impact. Et on voit finalement que sur l'analyse du cycle de vie, ben, en fait, c'est pas plus intéressant que l'existant. Alors évidemment, il faut qu'on ait un confort, etc. Donc c'est évident qu'il faut rénover, mais quelquefois, il faut aussi regarder l'impact de nos matériaux par rapport à la rénovation qu'on propose pour améliorer le confort. Alors, si on zoome sur le remplacement, euh, ça c'est assez intéressant parce que Totem a une vision un peu, enfin déjà euh, claire par rapport à la vie en œuvre et donc le remplacement des éléments. Donc la durée de vie, c'est vraiment, elle peut être typique ou potentielle. Donc c'est une durée de vie pour laquelle on pense que le composant conserve ses caractéristiques. Donc ici, on a un graphe qui est assez connu, c'est le fait que évidemment la structure a une durée de vie plus longue que la finition, ce qui est assez juste. Et dans Totem, eux, ils ont aussi donné des durées de vie en fonction de chacun des éléments ou des composants. Et là, ça peut être discutable en fonction de ce que vous mettez en place. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un peu polémique, mais c'est les châssis bois. Les châssis bois dans Totem, ils ont une durée de vie de 40 ans, alors que j'ose espérer que vous connaissez des beaux exemples de beaux châssis qui sont beaucoup plus anciens et qui peuvent être maintenus. Et là, c'est sûr que la durée de vie réelle, ça dépend de sa qualité, de son utilisation, de milieu dans lequel il se trouve, comment on l'a maintenu, etc. Et donc la maintenance et l'entretien ont aussi une importance énorme. Et l'intérêt, c'est surtout qu'il y ait un maintien de performance maximale, tant structurelle qu'isolante, que l'étanchéité à l'eau et à l'air, etc. Et donc ça, c'est quand même très important à avoir ça en tête, parce que quelquefois, vous aurez des impacts qui sont comptabilisés dans vos résultats où vous vous direz, ah mais comment c'est possible que cet impact est beaucoup plus grand? Ah mais c'est peut-être parce que la durée de vie est beaucoup plus courte que par rapport à l'étude qu'on en fait. Alors, un point aussi, c'est quand on parle donc de vie en œuvre, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, ici c'est le même graphe que je vous ai montré, mais avec différentes couleurs, parce que ici, en vert foncé, c'est vraiment l'impact matériaux,
Et en vert clair, c'est l'impact énergie. Donc l'impact matériaux, c'est vraiment le fait qu'on produise de la matière où ça vraiment ça crée, enfin c'est produire et autres et remplacer et même la fin de vie, etc. Tandis que l'impact énergie, ça c'est vraiment l'énergie de chauffage. Donc c'est vraiment la composition de votre paroi, si elle est performante ou non. Et donc c'est là où ça devient intéressant de se dire, ben voilà, l'existant, ben, il y a un tout petit peu impact matériaux, c'est vraiment ce qu'on a remplacé, qui a été obligatoirement remplacé. Mais l'impact ici de la démolition-reconstruction, on voit qu'il est quand même beaucoup trop important. Donc ça, c'est quelque chose à retenir, donc d'avoir cette vision globale entre ces deux énergies à comptabiliser. Et c'est vrai que tout un temps, on se disait, ben voilà, on a l'impact, on ne regardait finalement que l'impact des consommations qu'on veut absolument diminuer, mais on ne regardait pas que l'impact matériaux augmentait énormément aussi. Donc maintenant, l'idée aussi, c'est d'essayer de diminuer cet impact matériaux pour que ça soit vraiment intéressant, parce que finalement, c'est pour répondre à des enjeux énergétiques, enfin plutôt environnementaux, qu'on a fait des obligations énergétiques de consommation d'énergie. Et donc, voilà, si c'est pour des enjeux environnementaux, il faut qu'on ait une vision globale. Un point aussi intéressant dans Totem, c'est qu'on a des évaluations qui sont des évaluations quantitatives, comme j'ai déjà parlé, mais aussi des évaluations qualitatives, comme la réversibilité. Donc, c'est vraiment intéressant parce que toute votre composition, vous pouvez regarder si c'est réversible ou pas. Donc, au plus c'est rouge, au moins c'est réversible, et au plus c'est vert, au plus c'est réversible. Mais donc, ça devient intéressant aussi de mettre ça en lien avec la durée de vie des matériaux, parce que vous pouvez avoir des compositions de parois qui ensemble se mettent, mais sont facilement réversibles parce qu'ils ont la même durée de vie. Parce qu'ici, par exemple, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que votre isolant soit réversible, étant donné qu'il est entre des couches irréversibles, et donc ça va être impossible à réutiliser. Alors, je vous fais comme j'ai fait pour Gros, un petit zoom sur Totem pour que vous puissiez avoir déjà les cartes en main pour pouvoir un peu naviguer dedans quand vous le pourrez. Donc là, si vous allez sur totem-building.be, vous arrivez là, vous pouvez choisir votre langue. Il y a anglais, français et néerlandais. Pour Gros aussi, vous pouvez avoir la version néerlandophone. Euh, alors ici, ben, en fait, il faut se loguer. Vous pouvez, moi j'ai un compte, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez dire que je n'ai pas de compte. Et en fait, il faut juste une adresse et un mot de passe pour qu'à chaque fois, vous puissiez récupérer vos projets. Donc, il suffit de vous loguer. Et en quelques mots, vous arrivez ici, où il y a deux éléments que je trouve importants de parler. Alors, moi, je donne parfois des formations pour vraiment rentrer dans le projet. Enfin, dans Totem, ici, ça va être compliqué, mais je trouve que c'est important de savoir que le projet, ben, vous créez votre projet, vous en faites un nouveau. Et ce qui est important, c'est regarder à gauche. Vous voyez où vous êtes dans la hiérarchie. Donc, je vous avais parlé des différentes échelles. Et donc ça, c'est important parce que vous êtes à l'échelle du bâtiment et vous devez créer un nouveau bâtiment où après, vous allez créer des nouveaux éléments. Et que ces éléments, vous devrez les mettre dans le bâtiment. Donc, c'est différentes échelles qui sont importantes à comprendre et à mettre en place. Donc, vous pouvez soit ajouter des composants en les composant tout à fait vous-même grâce à la bibliothèque de matériaux. Mais sinon, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si on revient à la page d'accueil, vous avez, donc en poussant sur la petite maison, vous avez la bibliothèque où vous avez une bibliothèque de nouveau de bâtiments. Et donc, vous pouvez importer de la bibliothèque différents bâtiments. Je vous avoue que ça fait des années que je travaille dans Totem, mais jamais je n'ai importé un bâtiment parce que c'est hyper compliqué de se dire, ça c'est le bâtiment le plus proche du mien. Par contre, j'ai déjà été regarder comment certaines compositions, mais alors c'est plus facile, donc là vous pouvez l'intégrer, mais alors c'est plus facile d'aller plutôt à la bibliothèque des éléments, et là vous avez différentes compositions, et je trouve que c'est plus simple de se dire, ben voilà, ça c'est une paroi type, mais en fait moi je change, c'est pas cette structure-là, ou c'est pas de cette finition-là, et vous pouvez modifier chacune des couches pour que ça soit le plus proche de votre réalité. Malheureusement, c'est rare qu'on soit exactement dans la réalité. Maintenant, j'ai justement fait
Euh, il y a quelques jours, les nouveautés qui vont arriver dans Totem, je les ai testées dans le cadre du consortium. Et justement, ils essayent d'avoir plus de variables. Donc, le fait que nous, on puisse dire, ah ben non, mais l'épaisseur, c'est pas ça, c'est autant, etc. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut que les chiffres derrière suivent. Mais donc, on est toujours au plus proche de ce qu'on peut faire et de la réalité. Mais on n'est jamais exactement euh, comme c'est, malheureusement, évidemment. Et donc, en fonction aussi, on peut choisir des catégories et déterminer quel élément est le plus proche et comment on veut l'introduire. Un point encore assez intéressant, je trouve, qui mérite d'être dit, c'est que vous pouvez trier aussi les différentes compositions en fonction des matériaux, en fonction de la valeur U, en fonction du score environnemental. Et donc, ça peut être une bonne source d'inspiration également. En tout cas, ça pourrait être des premiers pas intéressants pour vous dans l'outil. Pour terminer, je vous ai fait quelques résultats dans Totem qui peuvent être intéressants. Donc, à l'échelle du bâtiment, ici, j'ai repris la recherche dont je vous avais parlé, donc entre existant, rénové ou démoli, reconstruit. Alors, là, on a déjà vu, donc c'était cette différence entre impact matériaux ou énergie. Il y a en fonction des étapes du cycle de vie, donc on voit quelle étape est la plus impactante. Il y a aussi en fonction de l'indicateur environnemental, ça je vous ai expliqué qu'il y a une certaine pondération qui est faite et donc on peut voir que ben, en rouge foncé, ça c'est l'impact carbone, donc changement climatique, et donc on peut voir si il est plus ou moins important. Il y a aussi en fonction de catégorie d'éléments. Ça, j'aime beaucoup parce que ça veut dire que quand on a, donc ça, c'est bien à l'échelle du bâtiment. Et donc, ça veut dire que quand on a bien tout encodé, on peut se dire, ah, mais moi, euh, je vais pas passer un temps. Donc, à l'échelle du bâtiment, vous allez donner le nombre de mètres carrés aussi que vous allez donner euh, à chaque paroi. Et donc, là, ça devient intéressant parce que en fonction, quelquefois, il y a des parois où il n'y en a pas beaucoup de mètres carrés, mais en fait, qui est quand même très impactante, ou bien justement, parce qu'on a énormément de mètres carrés, elle est peut-être pas si impactante, mais on pourrait quand même encore l'améliorer. Et donc ça devient super intéressant parce qu'on peut se dire, ben, moi, je ne vais pas faire tous mes efforts sur toutes les parois que j'ai, c'est pas possible, ça prend trop de temps. Par contre, je peux me dire, ouf, cette paroi-là, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il y a peut-être d'autres matériaux qui pourrait diminuer son impact. Est-ce que c'est un réemploi? Est-ce que c'est un autre type de matériau? Est-ce que... Et donc là, on peut se poser des questions et faire évoluer le projet. Alors, pour faire le petit rappel maintenant avec Gros qu'on a vu tout à l'heure, à l'échelle du bâtiment, donc pour rappel, c'est pour les nouvelles constructions ou assimilées à du neuf. Et là, on voit que en fait, c'est quand même très très exigeant parce que moi, je suis bien plus haut que les 100 ou 120 ou millipoints demandés. Mais bon, voilà, c'était une recherche un peu particulière aussi. Mais donc, c'est ici que vous allez comparer en fonction de votre échelle de valeur, où est-ce qu'on arrive par rapport à non résidentiel ou résidentiel. Donc, c'est encore plus exigeant pour du résidentiel. Un point aussi, c'est que vous pouvez dans Totem faire la comparaison, enfin, vous pouvez encoder avec les données PEB ou sans. Donc, si on n'a pas les données PEB, vous voyez ici dans les consommations d'énergie, on coche approche simplifiée. Et donc, ça vous donne naturellement, c'est par défaut. Et par contre, si on fait avec, on doit transférer les données. Et là, c'est assez plus compliqué, puisque donc souvent, il y a un facteur de conversion entre l'énergie primaire et l'énergie finale, donc aussi dans les unités, etc. Donc, il faut bien faire attention à comment on fait la conversion. Mais j'ai été étonnée, c'est pas toujours le cas, mais dans un des cas, l'encodage avec les données PEB était moins valorisant, donc c'est le deuxième, que l'encodage sans, donc en méthode simplifiée. Ce qui est assez contre nature, par exemple, la PEB, c'est évident que si on met de la méthode simplifiée, c'est toujours moins bon que si on cherche et on essaye de donner le plus d'informations possible. Ici, c'est aussi défendu dans le sens où, d'une part, certainement qu'on fera 100
à l'échelle de l'avant-projet. Et donc, il ne faut pas démoraliser tout le monde dès le début en disant que l'impact est trop grand. Euh, mais aussi, c'est parce qu'en fait, il y a une différence réelle entre la méthode de calcul, puisque la méthode de calcul, c'est des degrés jours équivalents pour le simplifier, alors que on a en plus les données de ventilation, d'eau chaude sanitaire et tout ça avec la PEB. Donc, ça s'explique, mais c'est assez troublant. Maintenant, ils ont mis un petit point d'attention pour vous expliquer. Alors, à l'échelle de l'élément, on peut aussi regarder plus, donc ça c'est ce que vous allez obtenir, et vous pouvez aller sur plus de données. Alors, on a le score de l'élément, ça, c'est ce dont je vous avais parlé, cette échelle de valeur, de savoir où est-ce qu'on se situe. Il y a par composant, donc ça c'est de la même façon que juste avant à l'échelle du bâtiment, c'est intéressant de se dire, ah mais en fait, ce matériau-là en particulier, il est super impactant, est-ce qu'on ne pourrait pas le changer? Ici, celui qui est en rouge foncé, ben, on pourrait se dire, est-ce qu'on ne sait pas trouver autre chose? Il y a aussi l'impact matériaux versus énergie, mais là, c'est une dalle d'étage, donc du coup, il n'y a pas d'échange de chaleur entre les deux. Et donc, si on fait cette comparaison de nouveau avec le gros que je vous ai présenté tout à l'heure, on peut se dire, ben voilà, ici, mon élément, c'est niveau excellent parce que je suis arrivée à A, et donc c'est intéressant pour cet élément-là. Alors, à l'échelle de l'élément, on peut aussi avoir les étapes de cycle de vie. C'est exactement comme à l'échelle du bâtiment. L'indicateur environnemental, et par contre pas comme le bâtiment, c'est les statuts. Donc, je vous ai expliqué qu'en fonction de certains statuts, on a l'impact, enfin, dans l'analyse de cycle de vie, certaines parties qui sont reprises et d'autres pas. Et là, c'est un graphe qui montre un peu les flux, qui montre ah ben là, vous avez un grand maintien, un petit maintien, beaucoup de réemploi, beaucoup du neuf, etc., qui peut aussi se dire, ah ben en fait, on devrait essayer de pousser un peu plus ceci ou cela. Vous avez déjà montré une comparaison entre les matériaux. Ça, c'est toujours intéressant de pouvoir, on peut faire jusqu'à 4 comparaisons. Et donc ça, c'est très important, la nomenclature que vous utilisez pour donner un nom à à vos différentes compositions de parois, parce que comme ça, vous pouvez facilement les comparer les unes aux autres. Euh, et ça permet aussi de se dire, ah ben, celui-là, il est bien, est-ce que, allez, j'avance encore, est-ce que je peux, jusqu'où je peux arriver, etc. Et donc, c'était un peu ça, cette dernière slide par rapport à Totem, c'est vraiment, mais comment est-ce qu'on peut encore, on est la première ligne, on est vraiment au F loin, allez, on a déjà avancé, est-ce qu'on peut encore avancer? Qu'est-ce qu'on a, ce à quoi on n'a pas encore pensé, comment on peut le faire évoluer? Et pour conclure, il y a vraiment les informations complémentaires qu'on peut trouver dans Totem. Donc là, je vous invite vraiment à regarder tout ce qui est actualité, documentation, tuto. Et il y a toute une foire aux questions aussi qui peut vous aider pour les différentes questions que vous auriez. Et sinon, bah, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que c'était pas trop dense. C'est quand même, on a touché à quand même 2 outils qui sont déjà bien complets et donc c'est assez intensif. J'ai essayé de vous dire le maximum, mais sans, enfin voilà. Donc j'espère que ce n'était pas trop et que c'était quand même assez. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Dorothée, pour ton exposé qui m'a semblé clair. Moi-même qui ne suis pas architecte, j'ai compris une partie, donc c'est vraiment tout dire. Voilà, c'était tellement clair que nous n'avons pas beaucoup de questions, mais nous en avons une, donc je vais me permettre de te la poser. Il y a quelqu'un donc qui dit qu'on parle d'intégrer le cycle de vie du bâtiment dans la PEB. Alors pour cela, faudra-t-il utiliser totem ou gros pour y répondre? Alors ça, c'est une question qui est sur le feu, j'ai envie de dire, parce que donc il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place et ça dépend de nouveau des régions, d'une région à l'autre. Donc il y a évidemment cette volonté que la PEB est totem. Donc c'est plutôt totem hein, pour l'impact environnemental des matériaux. Donc ce serait plutôt cet outil-là qui devrait fonctionner ensemble ou serait fusionné. Et donc ça, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai cru entendre certaines choses que et peut-être pas la même chose d'une région à l'autre.
Euh, mais donc l'intérêt, ce serait vraiment qu'ils fonctionnent ensemble parce que comme on peut voir, il y a certains impacts qui pourraient être liés. J'ai parlé justement de cette notion de certaines données de la PEB qui sont déjà possibles d'intégrer dans Totem, de la même manière que ce serait intéressant de pouvoir jouer entre Totem et Gros. Donc voilà, actuellement, il n'y a rien de totalement officiel où je peux aller plus loin par rapport à ça. Mais je pense qu'en effet, surtout avec la réglementation dont je vous ai parlé, où on voudrait avoir des informations sur les nouveaux bâtiments, d'abord de plus de 1000 mètres carrés, et puis en 2030, tous les nouveaux bâtiments, effectivement, il y aura certainement des fusions ou des simplifications ou des liens entre les deux outils qui seront assez clairement faits. Alors, une petite question sur donc les fichiers Excel gros, où la question est, est-ce que les différents fichiers Excel gros sont-ils liés entre eux? Alors là, c'est donc les différents fichiers ne sont pas liés entre eux. Euh, les onglets de chacun des fichiers sont liés entre eux. Donc c'est pour ça que je vous disais que il était très important d'encoder les premières choses, les éléments dans la première page, puisque justement, si on choisit une certaine région ou en fonction d'une étape, on a des modifications qui se font dans les autres onglets. Mais actuellement, ils ne fonctionnent pas liés entre les fichiers. Alors, il y a ici plusieurs questions dans une seule observation. Donc, l'hypothèse, c'est donc la conception d'un projet où Totem est utilisé à l'échelle des éléments. Voici des questions qui sont posées. Alors, comment intégrer le coût environnemental d'une démolition dans Totem? Donc, ça, c'est la première question. Peut-être la deuxième, pourquoi le coût énergétique des éléments existants sont inclus dans le chef d'une composition de parois? Les éléments existants n'ont-ils pas déjà un coût payé? Troisièmement, dans un projet Renolab, un intervenant explique que Totem est moins précis, donne des résultats faussés par rapport à un calcul de CO2 via les EPD, notamment françaises. Est-ce juste? Alors, pour reprendre par rapport aux différents, donc ça reprend vraiment les statuts. Donc, j'avais expliqué que en fonction des différents statuts qu'on donne à un matériau, on a des éléments du cycle de vie. Donc, en fait, quand on a une démolition, on va même, en fait, moi, ce que je conseille toujours, c'est que si jamais vous avez un bâtiment que vous rénovez, c'est d'encoder d'abord le bâtiment existant. Parce qu'alors, ça vous permet après de travailler correctement, c'est-à-dire, vous avez votre bâtiment existant, vous pouvez aussi le comparer après avec ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment super intéressant du point de vue données. Et donc, vous encodez tout votre bâtiment. Et donc, tout votre bâtiment n'a que le statut existant. Alors, pour répondre à votre question, vous avez déjà payé la production. Donc, du coup, l'existant ne prend pas en compte tout ce qui est production-fabrication. Mais par contre, prend en compte le fait qu'on le répare, qu'on le remplace si la durée de vie est plus longue ou moins longue, et que après, il a une fin de vie où il va être jeté. Et donc ça, c'est important que vous donniez alors à tous ces éléments de votre premier bâtiment le statut de existant. Ensuite, on duplique ce bâtiment et on va dire que c'est mon bâtiment rénové. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir comme on construit. Si je veux toucher une couche qui est entre deux autres couches, c'est évident qu'on va démolir une couche. Maintenant, on va se demander, est-ce qu'en démolissant cette couche, est-ce que je ne pourrais pas plutôt la renvoyer dans du réemploi, in situ ou ex situ? Si c'est encore mieux si je peux me dire que je démonte cette couche-là, je remplace ou j'ajoute une couche et puis je remonte cette même couche-là, c'est encore plus intéressant. Et donc, en fait, en fonction des statuts, vous allez jouer sur qu'est-ce que vous allez faire comme rénovation. Et j'ajoute, par exemple, un isolant, ben, ça va être un élément euh, neuf. Et donc, par exemple, dans votre couche, si jamais je dois démolir ma finition et en reconstruire une parce que j'ai mis de l'isolant, on va avoir la couche de finition qui est en démolie, on va avoir une nouvelle couche d'isolant et je vais avoir encore une couche qui est ma finition neuve parce que j'ai démoli et en plus j'en ai reproduit une autre.
Et c'est là que vous allez voir que c'est plus intéressant du coup de la démolir, enfin la déconstruire, la démonter et la remonter que de démolir et en mettre une nouvelle. Même après les finitions, on sait que ça dure pas non plus, ça dépend lesquelles. Donc voilà, c'est en fonction du choix. Mais donc c'est vraiment cette comparaison-là qui doit être faite et vraiment d'utiliser les statuts en fonction de ce qu'on fait dans la réalité. Et alors là, l'impact est calculé en fonction. La dernière question, c'était que dans un projet Renolab, alors je suis surprise parce que moi aussi je suis des projets Renolab, et c'était que, pardon, c'était quoi la question exactement? Que Totem serait moins précis et donnerait des résultats faussés par rapport à un calcul de CO2 via le PD. Alors, ça dépend, parce que bon, déjà, bah, si vous avez le PD dans Totem, bah, a priori, c'est les mêmes données. Donc, voilà. Maintenant, tout dépend. Si jamais, justement, vous n'avez pas le PD qui est introduit dans Totem, eh ben, c'est une base de données. Et en fait, d'une base de données à une autre, les résultats sont pas toujours les mêmes parce que justement, on calcule pas toujours les choses de la même façon. Donc, par exemple, bah, moi, je trouve ça vraiment super intéressant, par exemple, que Totem soit à l'échelle des trois régions parce que justement, c'est quelque chose qui est lié à la Belgique, etc. Et c'est une manière de calculer. Maintenant, il y a plein d'autres outils qui permettent d'évaluer l'impact environnemental, enfin, qui soient de certains pays ou même chez nous, qui sont accessibles, etc. Si on compare vraiment les données et les résultats entre eux, ben, on est quand même assez... c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce qu'en fait, on va voir des différences qui sont assez flagrantes entre les outils et ça, c'est toujours, enfin, c'est toujours un peu énervant et on se dit, bah, qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce que vraiment c'est le cas ou pas? Mais en fait, l'intérêt, c'est vraiment aussi de cet outil comparatif entre les choses, où c'est vraiment la même méthode qui est utilisée avec les mêmes données, et donc on compare les mêmes choses, puisque c'est des données qui sont semblables et utilisées de la même façon. Tandis que si jamais on va comparer un produit dans un outil et un autre produit dans un autre, ben, là, c'est sûr que ce ne sera pas le cas. Alors, voilà, je ne sais pas répondre plus parce que je pense que ça dépend d'un matériau à un autre. Euh, oui, je suis pas, enfin, je pense que Totem a aussi des lacunes pour certaines choses. Il y a parfois des matériaux aussi, on se dit, ah, mais ça, c'est invraisemblable. Et si on a un doute, il ne faut pas hésiter à envoyer aussi, il y a aussi un helpdesk qui permet aussi de se rendre compte que parfois, il y a des bugs aussi. Donc, c'est important de mettre ça en place aussi. Et alors, aussi, encore autre chose que je trouve vraiment super important, ça me fait penser à ça, c'est que dans Totem, ben, comme je vous ai dit, il y a cette évaluation quantitative, mais en fait, la durabilité aussi, c'est avec des visions qualitatives aussi. Donc, je trouve que d'avoir cette vision où on dit peut-être que oui, l'impact environnemental comme ça, il est moindre, mais bon, il faut vérifier que c'est vraiment bien les mêmes méthodes d'accroche, etc., d'assemblage, et aussi voir est-ce que dans la réversibilité, c'est aussi intéressant, dans ceci, dans cela. Enfin, avoir cette vision d'ensemble aussi, c'est important de pas juste voir le chiffre comme un chiffre aussi. Une petite question, enfin, existe-t-il un lien entre donc des outils gros totem et un logiciel BIM comme Archicad? Alors oui, on peut introduire euh, son, sa 3D dans Totem normalement. Maintenant, je sais qu'on a souvent eu cette question, mais mes essais ont toujours été un peu infructueux. Donc, je sais qu'il y a des difficultés, mais par contre, on peut aussi avoir des extraits de certaines choses et ça marche bien avec des tableaux qu'on peut réimporter dans Totem pour gagner du temps aussi. Et donc, je pense que ça se développe encore plus petit à petit, ce genre de lien pour faciliter justement les données entre les différents outils. Bien, alors, je pense, si j'étais attentif, que c'était dans l'outil gros où il y avait toute une série de fichiers Excel. Et donc, la question, c'était, est-ce que il faut pour chaque fichier Excel encoder d'abord la région? Oui, comme j'ai dit, donc
c'est pour ça que je trouvais ça a l'air un peu administratif comme ça, mais que c'était un point qui était important de vous le dire parce que ça influence tout le reste des onglets. Et donc, en effet, il faut à chaque fois, pour chacun des Excel, et comme la question précédente, non, ils ne sont pas liés. Donc, du coup, c'est important de faire toujours la feuille de démarrage pour chacun des outils et vous encodez quel type aussi dans quel type allez, si c'est un design and build, etc., euh, vous devez aussi l'encoder à cet endroit-là. Bien, merci. Eh bien, encore une question et je pense qu'elle pourra terminer notre webinaire. Nous aurons fait 1 heure et demie. Je pense que c'est un bon temps pour un webinaire et je pense que c'est une bonne question pour terminer ce webinaire puisqu'il est demandé s'il existait des formations à l'utilisation de l'outil gros. Et si oui, lesquelles? Alors, oui, tant l'outil gros que l'outil totem, il y a différentes formations. Alors, il y en a qui sont proposées par les régions. Il y en a, donc, on peut même voir directement sur les sites. Euh, et alors, il y a plein de différents bureaux d'études qui proposent aussi différentes formations. Nous, en tant que SERA, on fait aussi des formations qui sont adaptées, par exemple, à l'entreprise ou le bureau ou quoi. Donc, on peut prendre donc les formations par rapport aux régions et tout ça, c'est des formations très générales, puisque l'idée, c'est vraiment de l'utilisation en tant que telle. Comme je l'ai dit aussi, il y a des tutos sur les différents sites qui permettent aussi que vous appreniez à juste comment ça fonctionne. Et nous ne sommes pas les seuls, mais nous proposons en particulier des formations où on peut prendre un projet qui fait partie du bureau ou de l'entreprise. Et donc, on le teste ensemble pour voir comment est-ce qu'on devrait le faire et comment on devrait l'encoder. Alors, ça reste une formation, donc c'est vraiment quelques petits exercices. Par contre, on peut aussi faire un suivi. Et donc, par exemple, on est souvent appelé dans des compositions avec des associations pour s'occuper en particulier de ces questions de durabilité pour un appel d'offres ou un projet. Donc voilà, mais en tout cas, je vous invite vraiment à regarder sur les sites que je vous ai donnés pour Gros et Totem, parce que vous avez déjà énormément d'informations et et, et aussi oser tester parce que je sais que au début on a l'impression que c'est vraiment très très complexe, mais c'est vrai que c'est au plus on l'utilise, au plus on peut être à l'aise avec ça et au plus ça peut vraiment devenir un outil et pas une obligation parmi d'autres. Je sais que l'architecte a quand même énormément de choses déjà à penser, et que on rajoute encore un peu quelque chose en plus à faire, mais je pense que ça pourrait vraiment devenir aussi un outil d'amélioration et de facilité et de choix en fait de conception. Donc et même de conception et autres, puisqu'on a vu, comme on a vu Totem, ça peut être gros, ça peut être utilisé aussi à différentes phases du projet. Bien voilà, il ne me reste plus qu'à remercier Dorothée pour son exposé très intéressant et très clair. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter finalement dès à présent de bonnes fêtes de fin d'année et à vous donner rendez-vous pour de nouveaux webinaires pour l'année 2026. Voilà, merci, bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et à bientôt.